Nous allons passer à la séquence suivante. Jean-Bernard. Donc Jean-Bernard Falco. En fait, Marie, je la voyais depuis tout à l'heure inquiète. Elle ne te voyait pas. Donc la bonne nouvelle, c'est que je l'avais vue depuis longtemps. Moi aussi, je l'avais vu. Mais hein. oui. Et lui, il représente ceux qui vont accueillir en plus. Hein, voilà. Et puis Soline Laforcade. Donc, tu peux venir là? Bien. Non, je souriais parce que je l'avais bien vu. Je me suis dit, je suis sûr qu'elle cherche Jean-Bernard. Mais comme il était un peu dans l'ombre, voilà. Ça y est, le coup de stress, c'est bon? Voilà, mais le prochain, c'est tout à l'heure la remise de la médaille. Hein. Bon, pardon. Alors Jean-Bernard, entrepreneur formidable. Alors le mot rebondir, puisque c'est le mot clé de la journée. Comment est-ce que vous avez, ou je peux te tutoyer, comment tu as eu ce parcours formidable, je crois, avec une formation de base qui n'est pas forcément celle qu'on attend d'un entrepreneur. Ça nous intéresse terriblement. Bonjour à toutes et à tous, et merci évidemment à Maryse pour son invitation aujourd'hui et à Esprit de France Esprit de Service France pour cette animation aujourd'hui autour de cette thématique. Alors, j'ai bien appris ce que voulait dire le mot rebondir au travers du dictionnaire. Et plutôt que de rebondir effectivement et aller encore plus loin à partir d'un instant présent, je retiens heurter un obstacle et savoir comment le contourner. Oui. Alors, je vais commencer, c'est un peu loin, je fais un peu de personnel et de professionnel, hein, puisque c'est ma vie. Et tout au long de ma vie, finalement, elle a été jalonnée de nombreux rebondissements. Le premier d'entre eux est à l'âge de 14 ans. Alors, ouais, ça date un petit peu. Mais lorsque ma maman est rentrée un soir et qu'elle est devenue handicapée par la vie et par le malheur de la vie, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai un frère, une sœur, un papa plombier. On n'avait pas beaucoup d'argent. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais on n'avait déjà pas de quoi se nourrir tous les jours. Et on faisait avec. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allé donc le week-end avec quelques amis dans la région parisienne, dans le 93, à Bagnolet et à Montreuil, faire du déménagement, donc déménager. C'était déjà le premier contournement de cet obstacle. À l'âge de 16 ans, puisque je travaillais à peu près tous les week-ends, j'ai quitté l'école et de plus en plus la semaine, je suis devenu le responsable d'un certain nombre de déménageurs qui avaient la carrure pour ça et qui étaient, vous l'imaginez, un peu plus âgés que moi à cette époque-là. Donc les premières techniques de management, quand vous ne les avez pas acquises à l'école, c'est un peu compliqué, c'est sur le terrain qu'il faut les apprendre. Donc j'ai dû composer avec des personnes qui travaillaient durement, mais pas forcément de façon structurée. Donc ça a été un peu compliqué et le général est parti, mais on a eu à déménager à cette époque-là quelques ministères dans le sien, c'était très intéressant. À l'âge de 18 ans, je suis rentré chez un loueur de voitures à Amiens en tant que commercial. Et là aussi, tous les jours, faire Paris-Amiens, enfin Montreuil-Amiens tous les jours, c'était pas quelque chose de très facile. Et il a fallu que je trouve des solutions qui sont pas très propres aujourd'hui, pour être très clair, parce qu'il m'arrivait même si j'étais très courageux et que je travaillais beaucoup et que je voulais arriver le plus tôt possible et partir le plus tard possible, puisqu'il n'y a qu'un travail acharné qui vient à bout de tout. C'est Virgile qui disait ça, hein, labor omnia vincitim probus. Il fallait absolument que je reste sur place et j'allais dormir où je pouvais. Je n'avais aucune connaissance à Amiens et je faisais ce que je pouvais comme je le pouvais 2 ou 3 fois par semaine. Donc là aussi, il a fallu contourner l'obstacle et de toujours paraître et de faire son travail. À l'âge de 20 ans, je rentre à la banque. Et alors là, je ne connais rien du tout à la banque, évidemment, de là où je viens, au guichet d'une caisse d'épargne. C'est une grande maison et une maison qui m'a tout appris. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je le dis, je le redis, je le redirai autant de fois qu'il le faudra. Et certains dans la salle me connaissent déjà depuis quelques temps et savent à quel point cette grande maison forme celles et ceux qui ont vraiment envie de se donner. Et donc, à 20 ans, je commence à travailler dans l'Essonne au guichet et je rencontre une responsable qui est formidable, qui m'a tout appris. Et au bout de quelques mois, je deviens responsable seconde agence, qu'on appelle un responsable adjoint, puis il y a directeur d'agence. Là aussi, très jeune, sorti de nulle part, et c'est pas facile en matière de management. Je rejoins à l'âge de 22 ans, 23 ans, la Caisse d'épargne, à l'époque Île-de-France-Paris, avant la fusion entre les différentes caisses. Et je deviens très rapidement, grâce à un homme qui m'a également aussi beaucoup appris,
et la valeur de travail, je deviens le directeur de tout un secteur, Paris, Rive-Gauche-Ouest, 6e, 7e, 14e et 15e, du secteur professionnel. Et je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise, je ne savais pas lire un bilan. Et il a fallu, évidemment, là aussi, tout apprendre sur le terrain. Ils m'ont donné le goût d'entreprendre et en 93, je crée donc à 25 ans ma première entreprise. Première expérience entrepreneuriale. Et là aussi, je ne connais rien, parce qu'il y a une grande différence entre le fait d'être banquier, guichetier, patron d'une agence, et puis par ailleurs, ensuite, entretenir des relations commerciales avec les clients. Et donc, je crée mon entreprise de conseil en gestion de patrimoine. J'aide quelques artisans, commerçants, professions libérales, qui était donc la genèse de mon recrutement à la Caisse d'épargne à Paris. Et très rapidement, en 95, je crois tout savoir, j'ai 27 ans, j'ai un beau parcours, je travaille beaucoup, et je me dis, je vais créer une autre entreprise dans laquelle je ne connais rien. J'ai quelques amis des banlieues qui n'ont pas beaucoup de travail, et on décide de créer un réseau de boulangeries entre nous. On achète un certain nombre de fonds de commerce de boulangeries, je fais travailler plein d'amis des banlieues, de leur famille, etc. Et là, la crise arrive, décembre 95. Donc il faut la contourner, on est toujours dans le terme de rebondir, il faut rebondir par rapport à ça. La crise économique de 13, 14, 15 est quand même très difficile. Les grèves de 95 sont déjà quelque chose de très complexe en France. Et bref, on vit une très mauvaise période et on n'est évidemment ni artisan ni boulanger. Donc on se plante, on dépose le bilan en 1997 et là ça fait mal. Parce que vous aviez un parcours quand même jalonné plutôt de succès jusque-là, entrepreneurial, et vous vous plantez, il faut trouver une solution. La même année, quelques mois après, j'achète une agence immobilière dont la spécificité était de faire que de la transaction hôtelière. Et donc, en 7-8 ans, de 97 à 2005, j'en ai fait la société leader à Paris. Il y a 1800 hôtels environ. Il y a 500-600 familles. Il y a une centaine de transactions chaque année. Et j'ai l'immodestie de dire que j'ai contribué à la vente d'à peu près la moitié des transactions hôtelières chaque année entre cette période-là. En 2000, en 2001, je passe 2002, 2003, les années sont quand même difficiles économiquement. Je passe évidemment dans le secteur d'activité de l'hôtellerie et de l'intermédiation, puisque 2001, chacun n'a pas oublié évidemment les Twin Towers, mais il n'y a pas eu que ça. On a tendance un peu à oublier, mais les attentats de Madrid, souvenez-vous, en 2004, de Londres en 2005, sont aussi très présents dans le secteur d'activité de l'hôtellerie. Bref, en 2005, avec mon épouse, on crée une entreprise. Nous sommes deux, on fait ça en région parisienne, à Joinville-le-Pont, dans des petits bureaux de 30 mètres carrés. Et puis, on continue notre histoire. Et l'idée était de développer en fait un groupe hôtelier en partant de zéro. Et là, Lehman Brothers arrive en 2008. C'est très difficile. En 2011, on trouve des solutions. Il a fallu qu'on embauche des personnels. Quand vous allez voir des banquiers, même avec notre expérience en 2008 pour embaucher des personnels, vous n'avez pas une banque en France qui a accepté de nous prêter ce dont on avait besoin, 400 000 € dans notre business plan, pour embaucher des collaborateurs. Et c'est BPI France, à l'époque Oseo, qui nous a fait le financement et qui a bien fait, vous verrez la suite de l'histoire et les raisons pour lesquelles je dis ça. Donc en 2008, Lehman Brothers arrive, c'est très difficile pour nous, on doit quand même déjà se séparer de collaborateurs à peine embauchés, très, très, très compliqué. Et en 2011, un fonds d'investissement américain décide de s'intéresser à nous et de s'associer. Là aussi, on ne connaît rien, on ne connaît pas grand-chose à la finance anglo-saxonne, on ne connaît pas grand-chose dans l'investissement financier, il a fallu apprendre et on a contourné tous les obstacles qui se sont dressés devant nous pour y parvenir. Ça a été plutôt une bonne réussite puisque 2 ans après, en 2013, on s'associe avec 2 autres fonds américains, en equity Morgan Stanley et en prêteur Goldman Sachs, et on lève 200 millions d'euros pour acquérir un certain nombre de portefeuilles d'établissements. La première joint venture qu'on avait fait en 2011 était à 65 millions. On avance en 2014, voyant le panorama et ayant une certaine vision de l'industrie hôtelière. On se dit qu'on ne pouvait pas rester qu'en France et on décide d'aller en Chine et on crée une marque hôtelière qui porte le nom de la famille, Maison Albar Hôtel, qui est la seule marque 5 étoiles qui a été créée en France par un groupe français indépendant familial. Et on se dit que le savoir-faire français, l'élégance à la française, caractérisée par mon épouse, la tradition française, l'art de recevoir,
à la française, l'hospitalité française, tout ça est en rapport évidemment avec les JO pour 2024. On a beaucoup, et les missions les compétences que vous souhaitez mettre en place au sein du mouvement pour tous les commerces et les commerçants et les entreprises françaises sur le service est une réalité. Donc on se développe en Chine, on avance un petit peu. Et puis, dans tout ça, évidemment, on apprend sur le terrain. Hein. On connaît pas grand-chose à l'export et à l'international. Mais on y arrive 2015, et je ne vous fais pas de dessin, 8 janvier et 13 novembre resteront gravés à jamais dans nos mémoires pour celles et ceux qui s'en souviennent, Hypercacher et Bataclan, pour les citer. Et là, de nouveau, c'est une catastrophe, évidemment, à la fois pour notre industrie, pour notre secteur, mais aussi pour notre entreprise, parce qu'on doit faire face, évidemment, à un nouveau monde dans lequel on arrive. Je passe évidemment l'arrivée d'Airbnb un peu plus tôt, qui a bouleversé complètement la tradition, comme on peut le faire, comme on a pu le vivre avec les Uber et les taxis, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a passé les attentats de 2015 et qu'on a réussi à rebondir et à continuer notre voie, arrive 2018, les gilets jaunes. Compliqué dans notre profession. Dès novembre 2018, avec des hôtels à Paris, je vais en parler après, c'est pas forcément évident que de rester ouvert, et on imagine d'abord à protéger, on imagine protéger nos collaborateurs avant même de pouvoir faire du business. 2019, bis repetita, je ne vous fais pas de démonstration, et alors 2020, il n'y a même pas besoin là d'expliquer plus en avant. Le 16 mars au soir, nous étions à Nîmes pour voir nos managers, on a fait fermer tous nos hôtels partout en France, et donc le groupe que l'on a constitué, nous étions 2 à Joinville, sans argent en 2005, et avec ce financement de Oseo à l'époque, nous a permis de constituer aujourd'hui un groupe qui est constitué de 35 hôtels, de catégorie 4 et 5 étoiles, de 1200 collaborateurs, présents en Chine avec 4 établissements, dans 2 petites villes, la première Chengdu de 23 millions d'habitants, la deuxième Guiyang de 12 millions d'habitants, et 2 projets de développement à Changsha, qui est entre Chongqing, qui est la ville la plus peuplée au monde de 35 millions d'habitants, et Pékin d'un côté, et puis Guangzhou. Guangzhou, c'est Canton, dans le sud-est de la Chine, présent au Portugal, à Porto, où nous avons créé un palace, et qui est le plus bel établissement de la ville, très probablement. Et puis à Nîmes, Perpignan et de Belle-Île-en-Mer, avec 2 hôtels, dont le plus connu de Belle-Île-en-Mer, le Castel Clara, et des projets d'ouverture à Colmar pour 2023-2024, à Nice, sur la promenade des Anglais, et à Chamonix. Voilà, donc une belle histoire entrepreneuriale où le rebondissement et où les rebondissements successifs ont fait qu'on est complètement dans la thématique du jour, et j'ai été très content d'être invité pour témoigner de ce parcours entrepreneurial. Merci Jean-Bernard. J'ai quand même une toute petite question. On est quand même dans la Mecque du sport. Et le sport dans tout ça? Le sport, ça fait partie de ma vie. Hein. Quand vous vivez dans une banlieue, vous avez... à l'époque, en tout cas dans les années 75-80, pas beaucoup d'autres choix que soit de faire des grosses bêtises, soit de faire du sport. Et quand vous vivez dans une cité, le sport le plus pratique et le plus simple à faire, c'est le football. Sur une butte, sur un terrain vague. Et donc, les valeurs véhiculées par le sport, qui sont des valeurs de modestie, d'humilité, de simplicité, quand vous entraînez pour courir des marathons pendant des mois entiers, et qu'au 40e kilomètre, vous êtes doublé par quelqu'un qui visiblement n'a pas la même condition que vous quand même physique, hein, corporellement, vous dites, il y a un truc qui n'a pas marché là quand même. Et donc, le sport a toujours fait partie de ma vie, au point que lorsque j'ai créé l'entreprise avec mon épouse en 2005, je lui ai toujours dit que si ça fonctionnait, je voudrais que le sport soit vraiment intégré au cœur même de l'entreprise. C'est ainsi qu'en 2014, en ayant envoyé un email un an avant, avec l'organisateur Thomas Cook Marathon New York, une petite pensée pour Marie, je crois, pour Marie, avec TCS, je lance un email à mes collaborateurs et je dis, vous savez que je fais un marathon tous les ans, le marathon de New York, celles et ceux qui veulent courir viennent avec moi en 2014. Je n'avais pas imaginé qu'une centaine de personnes voulaient m'accompagner. Après avoir mis des règles du jeu, on était 55, toutes et tous ont fini évidemment le marathon après un an d'entraînement, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. 90% n'avaient jamais couru plus d'1 kilomètre. Je les ai coachés pendant 1 an et demi et on a fait ça. On a réitéré l'opération en 2016, où là on était plus 55 mais 120. Là pareil, 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. 80% n'avaient jamais couru, et celles et ceux qui se sont dit j'ai raté en 2014 l'ont pas fait en 2016. Et puis comme c'était pas suffisant, parce que évidemment quand on est marathonien on veut embarquer ses collaborateurs, mais il y a tous les autres,
Certains se sont mis à faire du vélo. On a acheté un hôtel à Nîmes et on s'est dit ça serait plutôt sympa de faire Paris-Nîmes en vélo. On a fait donc Paris-Nîmes en vélo, 5 jours, 750 km. On a fait la même chose à Belle-Île-en-Mer quand on a acheté Belle-Île-en-Mer avec une 60aine de collaborateurs. Et puis, quand j'ai vu que tout ça fonctionnait bien, je me suis dit que c'était quand même plutôt pas mal de pouvoir le mettre au profit des autres entrepreneurs qui ne savaient pas comment faire, qui ne voulaient pas trouver le chemin ou qui n'avaient pas envie de prendre ce risque-là. Et j'ai créé la première société à mission sportive. On parlait tout à l'heure de raison d'être avec le général dans la précédente interview. Et la raison d'être de cette société à mission est la promotion de l'activité physique et sportive en entreprise, avec une véritable ambition de faire en sorte que le sport soit partie intégrante de toutes les entreprises de France. Et on y arrive déjà pas mal. Et merci au groupe BPCE, parce que évidemment, grâce à, je crois que ça s'appelle Paris Utile 2024 ou quelque chose comme ça, il y a vraiment beaucoup de volonté dans le groupe d'accompagner les collaborateurs vers cet objectif. Jean-Bernard, je suis obligé, bravo, c'est formidable. Je suis obligé de vous arrêter parce que nous allons avoir Mary en ligne et je vais laisser Soline Laforcade la présenter et puis présenter un petit peu le rôle de Education First. Sorry, Mary, we are going to speak in French first and then we are going to do it in English, right? Hello, Mary. Donc moi, je suis Soline Laforcade, effectivement, Education First en charge de notre entité B2B sur Paris. Et Education First, on a évoqué beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de choses qui résonnent. On a parlé de sport, on a parlé de la mission de F, c'est d'ouvrir au monde par l'éducation. Donc on a parlé de se retrouver autour du sport, on a tout parlé de Paris 2024, on parle d'accueillir le monde entier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à contacter Maryse il y a quelques temps déjà. Forte de la conviction, quand on est rentré dans la crise Covid, qu'il y aurait un après Covid et qu'on allait avoir une opportunité incroyable en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, puis en 2024 avec les Jeux Olympiques, d'accueillir le monde entier et qu'il fallait qu'on soit capable de le faire dans des bonnes conditions. On était, avant la crise, première destination touristique mondiale en France. Et j'ai eu cesse de dire, mais comment on fait pour rester ça et comment on se dote des capacités de le faire bien, et notamment, et puisque c'est notre métier, de permettre aux Français de parler bien l'anglais pour accueillir justement le monde entier, comme le disait Jacques Brel, on l'a vu tout à l'heure, de manière correcte. Et j'ai contacté Maryse en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut nous contribuer et on peut aider. C'est ainsi qu'est né notre partenariat. Donc Education First, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le plus grand groupe privé au monde en matière d'éducation, plus de 50 000 collaborateurs et partenaires historiques des Jeux Olympiques. Donc on a accompagné 7 Olympiades, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, les Jeux Olympiques spéciaux, et également propriétaire d'une équipe de vélo, donc avec Marie qui est avec nous, qui est en fait la présidente de l'équipe de vélo IF Pro Cycling, et qui était également, avant de nous rejoindre, donc la directrice du marathon de New York. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec Esprit de Service, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition de l'ensemble des membres notre test de compétences linguistiques, qui est un test qui est utilisé par à peu près 2 millions de personnes chaque année, qui nous sert à faire un baromètre du niveau de compétences linguistiques des pays. La France étant aujourd'hui à la 28e position. Donc, combien 28e. Ah, quand même. Donc, si on regarde les choses de manière positive, de manière un peu négative, on se dit que 28, c'est pas terrible. En plus, notre niveau de compétence, il est quand même super limite pour pouvoir faire du business. Et il ne nous permettra pas d'accueillir dignement la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques en 2024. On a vraiment des progrès à faire tous ensemble. La très bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on progresse chaque année. On progresse chaque année et on vient de franchir une étape clé dans nos niveaux de compétences. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vérifier votre niveau d'anglais, à aller utiliser le site Esprit de Service France, effectivement, qui vous met le lien pour pouvoir le passer. Et d'ailleurs, on va faire un petit test à main levée, parce que donc, Marie parle anglais. Nous faut-il traduire ou pas ce que va dire Marie? Je vais vous demander de lever la main si vous avez besoin qu'on vous traduise les propos de Marie, sinon on restera juste en anglais, on évitera la traduction. Quelqu'un a besoin qu'on traduise? Alors on va traduire. Bon, oui, on fera une petite synthèse. Okay, Mary, thank you to be with us now, because it's exactly 5:48
in New York or in the East Coast, you know. So you are in New York right now? Where Boston today. Boston, yeah, that's not too far. You know, that's just in the suburb of New York. So the first question is about these story in the past 15, 16 months. What are the different phases you have experienced in your cycling team as a manager of this cycling team? What are the phases you have experienced with the team, you know, and I know that you have restarted sometime after the summer 2020. So tell us, you know, how you have managed these different phases. Je lui demande une question sur les phases depuis le début de la pandémie. Okay. Hello to everybody. A pleasure to join you. We started with pause a year ago. And then it was all about evaluate. How can we stay in shape, be ready when we weren't sure when we would restart? Kept everybody focused. And by last September, we were doing the Tour de France, which was amazing. And we've really been able to build back ever since then. Ce que tout le monde a à peu près compris, c'est évidemment il y a eu une pause dès mars 2020. Ensuite, son enjeu, ça a été de maintenir un peu l'entraînement. Je pense que l'entraînement se faisait à domicile sur des vélos d'appartement, comme on l'a vu. Et puis, il y a eu le retour à une normalité avec le Tour de France. Et ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, le fait que le Tour de France ait eu lieu, ça a été vraiment une redécouverte de la normalité. Yes, you can carry on. So the Tour de France, you were at the Tour de France? Yeah, so last fall, cycling was one of the first sports to be able to carry on and learn how to keep our riders safe and our staff safe while racing. And now we've taken those learnings into this year, and next Saturday we start the Tour de France 2021. With all the learnings from this past year. We're still in the bubble, so safety is first, but we are much more confident because we succeeded in doing the tour and all the races last year, and so everybody's minds are a bit freer and able to focus on the race again. Oui. Soline, tu veux traduire? Oui, donc le message essentiel de Marie, c'est que l'enjeu principal, déjà, c'est tout ce qui est sécurité de toute l'équipe et qui a vraiment vécu dans une bulle et qui continue aujourd'hui de vivre dans une bulle qui la protège, et donc d'arriver à garder la motivation de l'équipe tout en préservant cette sécurité qui est essentielle pour les coureurs et pour le staff, puisqu'il y a tout un staff derrière l'équipe. Mary, since the theme of today's rebound, you know, what did you make with your team? What did you do with your team to keep your people engaged, you know, and to restart, obviously to maintain and hopefully increase performance, you know, in the months to come, and you have the Tour de France coming soon, and so on. So, how did you make this rebound possible? What was your leadership approach, I would say? We focused on teamwork, really taking care of each other. We knew we had to take care of the individuals. That was the only way we'd get to true team success. And so in racing, we think about defending our colors. So for us, that's pink. But it's a way of thinking about look out for each other. What does a cyclist need in the race? My teammate in the race. What does my teammate in the office need? And when times are tough, especially first, look out for each other. And the other big thing was encouraging our cyclists, take the chances in the race now. Don't wait for a better day.
And that's something we've carried forward. Those were many, many tough days last year, but we didn't keep waiting for next year. We seized the moment in the race, and same thing, seize the moment in the office and keep making the most of now. Don't wait for better. Oui, donc ce que Marie partageait, effectivement, ça a été l'importance du travail d'équipe et le fait de prendre soin les uns des autres. Donc ils ont beaucoup pris soin les uns les autres, et notamment avec cette envie commune de faire briller ce maillot rose que l'équipe arbore fièrement sur le Tour de France, donc d'avoir cette chose en commun. Et surtout, ce que Mary indiquait, c'est le fait de ne pas attendre, ne pas se vivre en se disant il y aura des jours meilleurs et on verra l'an prochain, mais de saisir chaque course, chaque opportunité pour saisir sa chance et pour avancer et pour faire des performances et pour gagner. Donc son message fort là, c'était vraiment n'attendons pas les jours heureux, saisissons les chances dès aujourd'hui et saisissons chaque opportunité d'aujourd'hui justement pour rebondir, pour aller de l'avant, pour continuer d'apprendre, de se développer et de se progresser à la fois individuellement et en équipe. Yeah. Merci. Bravo. Super. Excellent translation. I have a question. You know, when you tell stories, there are always some issues that are more difficult. What were the difficulties you have experienced during this period to rebound? You know, what was some key issues it was more difficult to deal with? Mainly everything that had to do with the mind and the mindset of the athletes. That period when in Spain, especially where we have a lot of riders, they were inside for 7 weeks and could not ride their bikes. And this is like telling you can't breathe. So really helping them stay connected through riding bikes indoor, through messaging, through really developing ways to stay connected when they couldn't do what they are used to doing every single day. That was the toughest time. Oui, la principale difficulté, c'était vraiment l'esprit, quoi, ce que ces sportifs avaient dans la tête, parce que pendant 7 semaines, ils ne sont pas sortis. Hein. Donc ils avaient toujours des possibilités de faire du vélo d'appartement, des choses comme ça, et de faire des massages, mais c'était quand même très compliqué. Pour des gens, elle a même utilisé l'expression en disant, c'est comme si on leur demandait de ne plus respirer, quoi. Hein. Ok. Soline, tu as une question? An unprepared question for you, Mary, because I've seen that yesterday evening in the press. You may have seen that the Tour de France is going to bring back a female race in 2022. What do you think about that? It's definitely time. We're ready. I'm very excited. Yesterday, a new sponsor was announced of the event, 8-day stage race. I promise you, come out and watch and cheer and watch on TV, and these women will steal your hearts. Thank you, Mary. Tu avais dit peut-être une autre question pour tu veux le traduire juste du coup, elle dit qu'elle était hyper impatiente et qu'il fallait vraiment effectivement que tous les yeux soient attentifs sur la télé, parce qu'effectivement, c'est comme aujourd'hui, le Tour de France, c'est comme l'événement qui est le plus regardé de manière télévisuelle. Donc, c'est là que ça se passe, et elle vous donnait rendez-vous effectivement sur vos écrans de télévision pour suivre le Tour de France. Mary, we have in the room here a number of managers, people who are not exactly in the sport activities as you are, and we have also a number of people online, you know. What are the advices you would give to the people to maintain, as you say, the involvement, the engagement, the momentum, and to rebound? You know, what would be the best advice you can give to managers, you know, in the room or online? Keep looking ahead. And we've just gotten through something incredibly difficult, something we never thought we would experience. And now we look at the future
with incredible confidence that we can deal with anything that comes our way. So run faster now. Donc le message de Marie pour les managers, effectivement, c'est qu'on a vécu des périodes extrêmement difficiles et que ce qui fait la différence, effectivement, c'est la confiance et qu'on est maintenant prêt. Et son seul conseil, c'est voilà, courons plus vite, comme elle l'a indiqué tout à l'heure. N'attendons pas, saisissons chaque course. Jouons chaque course sans attendre. Je pense que c'est effectivement son message principal aujourd'hui. And maybe the very last question, because we are close to 12 in France, and so we are here in for the convention, the 14th convention of Spirit of Service. What would be the advice you would give to the association Spirit of Service to improve quality of service in France? to improve quality of service in France, in our country. And for all of us. And for all of us, yes. Donc la question posée, c'est est-ce que Marie peut nous donner un conseil sur ce qu'on peut faire pour mieux l'accueillir en France à sa prochaine venue? So, I know you have beautiful hearts. Keep leading with your hearts. Donc Marie dit on a avec le cœur, il faut qu'on l'accueille avec le cœur. Yeah. You would add? I want to congratulate Jean Bernard on running the marathon. Oui. Elle te félicite. Right? Yeah. So there is some hope in France to improve the quality of service? Yes, of course. We love France. Vive la France. and 2024 would be a great event. It's going to be a great event. And I love the way, especially Paris, the bicycles everywhere and the city encouraging people to get on bikes. More of that. Merci. Donc là, Marie qui félicite la ville de Paris d'avoir développé les pratiques de cyclisme et de vélo dans la ville de Paris. Okay, thank you so much, Mary. It has been a great time. Thank you, merci Marie. Merci, and go back to sleep. I've got to go run. Yeah, good. Because you exercise every morning? Pretty much. Okay. Et bonne chance pour le Tour de France. Good luck. Good luck for the Tour de France. Merci. Okay. Thanks so Okay. much. Bye-bye. Thank you, Mary. Thank We have you. the next session going Bye-bye. on. Thank you. Merci. Merci. Merci Jean-Henri. Merci Jean-Bernard. Merci Soline.